Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'envole à Louisville, aux États-Unis. C'est parti. Le 22 mai 2016, une jeune fille de 22 ans est sur son vélo. Elle passe devant une ancienne bâtisse abandonnée au bloc 4000 de River Park Drive dans le quartier de Shawnee à Louisville-Est. Elle avait l'habitude de passer par ce chemin-là, mais ce jour-là, elle se dit « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que la bâtisse est brûlée. » En plus de ça, il semblerait que des morceaux de mur soient tombés. Curieuse, elle décide de s'arrêter et puis d'aller voir ça de plus près. Elle rentre dans la bâtisse abandonnée et là elle remarque que tout est sans dessus-dessous et en promenant son regard, elle découvre avec effroi un cadavre. Mais pas n'importe quel cadavre, il s'agit d'un corps brûlé, complètement brûlé. Et avant de pouvoir dire ouf, de partir et de reculer, elle découvre un deuxième cadavre, lui aussi brûlé. Immédiatement, elle appelle la police et certains d'entre eux, quand ils arrivent, disent que c'est la pire scène qu'ils aient vue de leur vie. Les deux corps sont transportés par des médecins légistes afin de réaliser des autopsies, ce qui dans un premier temps est assez compliqué parce que les deux corps sont complètement brûlés. La seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est que le feu n'a pas causé la mort des deux personnes en question, mais les deux personnes en question ont été poignardées à de multiples reprises, notamment dans la poitrine, et c'est ça qui aurait causé leur mort. Ils ont été brûlés après avoir été tués. À cet instant, la police ne peut pas identifier les deux corps. Ils décident de dessiner des croquis des deux jeunes hommes en question afin de les partager au public et leur espoir, c'est que quelqu'un dise « Ah, je les reconnais, c'est un tel et un tel ». Ils ne s'arrêtent pas là puisqu'ils recherchent notamment dans les registres des personnes disparues, mais là encore, rien, puisque rien ne correspond à la description de ces deux personnes. Le 23 mai 2016, Elizabeth Wren se rend au commissariat puisqu'elle a reconnu ses deux fils. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui annonce qu'ils étaient décédés. Les policiers lui expliquent qu'ils pensent que ses fils ont été victimes d'un crime planifié. Elle, la seule chose qu'elle demande, c'est « Est-ce que je peux voir mes enfants ?» La police refuse ça. Ils lui disent « Écoutez madame, il vaut mieux que vous ne les voyez pas, ils sont dans un tel état que pour vous, c'est peut-être mieux. » Ses fils sont Larry Ordway et Maurice Reese Gordon. Ils sont âgés respectivement de 14 et 16 ans. Ils sont dans la même classe, dans la même école. Ils s'entendent très bien. Bon, l'un des deux a certainement redoublé. Et ils sont issus de deux pères différents. Larry, il joue au football et fait même partie du tableau d'honneur des étudiants. Et de son côté, Maurice est musicien. En mai 2016, donc c'est la fin de l'année scolaire, ils allaient valider leur 8e année. Ce qu'Elizabeth dit aux policiers, c'est que le soir du 21 mai 2016, ses fils étaient sortis avec des amis. Le problème, c'est que les amis en question, Elizabeth, elle les aime pas trop. Elle avait déjà essayé d'éloigner ses fils de ces fréquentations-là, mais elle n'avait pas trop réussi. Cette nuit-là, ses fils étaient avec 3 adolescents, enfin 2 adolescents et un homme. Les adolescents en question sont Jackory Taylor, âgé de 17 ans, et Antoine Carter, âgé de 15 ans. Et l'homme est Brice Rhodes, il avait 25 ans. Elizabeth parle surtout de Brice Rhodes puisqu'il est connu pour violences domestiques, injures, kidnapping et même abus sexuels. Avant de partir, ses fils lui avaient promis qu'ils rentreraient dans la nuit, peut-être tard, mais que dans tous les cas, ils rentreraient, chose qu'ils ne font pas. Au début, Elizabeth, elle ne s'inquiète pas trop puisque ses fils, ils avaient quand même l'habitude comme ça de sortir tous les deux avec le groupe en question et que des fois ils rentraient pas pendant 2 nuits, 3 jours. Donc elle s'est dit bon, finalement ils sont restés là-bas. Ça ne lui plaît pas du tout, mais elle se rassure comme ça puisqu'ils lui ont déjà fait le coup. Et que dans tous les cas, ils revenaient toujours à la maison. Puisque les policiers ont les noms des personnes en question, ils arrêtent directement Carter le jour même et le lendemain, ils arrêtent Taylor et Rhodes. Carter, lui, il parle très rapidement. Et donc le lendemain, ils décident d'interroger Rhodes et Taylor, mais de manière séparée. Leur but, c'est de faire parler Taylor pour savoir réellement ce qui s'est passé et pour comprendre l'implication de Rhodes dans la disparition et le meurtre des 2 adolescents. La police montre des photos choquantes de la scène de crime à Taylor dans l'espoir de le faire parler. Ça donne rien. Taylor, il continue de dire qu'il connaît ces 2 adolescents, mais qu'il ne sait absolument pas ce qui leur est arrivé et surtout qu'il n'a rien à voir avec leur mort. Rhodes, de son côté, il dit rien. La seule chose
qu'il dit et qu'il demande, c'est un avocat. Les policiers décident de changer de stratégie. C'est Carter qui raconte tout à la police. Ce qui s'est passé, c'est que la nuit du 21 mai, Rhodes a téléphoné à Carter et Taylor pour leur demander de venir chez lui. Enfin, quand je dis chez lui, c'est plutôt dans l'appartement de sa mère qui, à ce moment-là, n'était pas en ville. Quand les deux adolescents arrivent, Rhodes leur confie qu'il a peur de quelque chose. En effet, Larry et Maurice connaissent son plus grand secret et Rhodes, à ce moment-là, il a un peu peur que les deux frères aillent balancer tout à la police. Son secret concerne ce qu'il se serait passé le 4 mai 2016, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. La solution, selon Rhodes, pour que les deux frères ne parlent pas, ce serait de les tuer. À aucun moment, Carter ou Taylor se disent que c'est peut-être pas la bonne solution. Ou alors, ils ont peur de Rhodes. Quoi qu'il arrive, Taylor se rend chez les deux frères, il sonne chez eux et il leur dit « Voilà, ce soir, il y a une soirée, Rhodes nous emmène quelque part, est-ce que vous êtes partants pour venir ? C'est la fin de l'année, vous avez bientôt fini votre année scolaire, venez, on va faire la fête. » Les deux frères acceptent, ils embrassent leur mère, ils lui disent qu'ils l'aiment fort et ils partent. Les trois garçons se rendent chez Rhodes, ils rejoignent Brice Rhodes et Juan Carter, et ils font la fête. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'une dispute éclate et gâche totalement la soirée. Taylor accuse les deux frères d'avoir volé de l'argent à Rhodes, ce qui est complètement faux et qui est une dispute montée de toutes pièces. Taylor s'énerve, il se met à devenir un petit peu insultant, violent. Maurice, lui, il a un petit peu peur pour son frère et lui, surtout qu'il sait qu'ils n'ont rien fait et que là, ils ont l'impression d'être dans une impasse. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il attrape un couteau au cas où pour se défendre. Mais vous vous en doutez, des adolescents de 14 et 16 ans ne font pas le poids face à un homme de 25 ans. Brice Rhodes demande aux deux frères de se mettre à genoux, il les attache au niveau des mains avec une ceinture et il leur ordonne de demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Ça fonctionne pas trop. Il décide de séparer les deux frères. Il laisse Maurice dans le salon à genoux et il prend Larry pour le mettre dans la salle de bain. Il place une couverture par terre, il demande à Maurice de se mettre dessus, il lui ordonne une nouvelle fois de demander pardon, ce que Maurice ne fait pas puisque de toute façon lui il n'a rien fait. Donc pourquoi il dirait pardon pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Rhodes, ça lui plaît pas. Il commence à le battre, puis il le poignarde dans la poitrine. Carter et Taylor sont témoins de la scène, ils sont choqués de ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne pensaient pas vraiment que Brice Rhodes allait tuer les frères. Ils s'étaient dit que c'était certainement des paroles comme ça en l'air, une menace, mais que jamais il n'allait passer à l'action. Et lui, de son côté, Rhodes, il poignarde à de multiples reprises Maurice. Il ne s'arrête pas, il s'acharne sur lui. Ensuite, il force Carter à le poignarder au moins une fois et si il ne le fait pas, il le menace. Carter s'exécute sous la menace et Maurice décède des suites de ses blessures. Rhodes part ensuite dans la salle de bain pour aller chercher Larry et le mettre à genoux à l'endroit où il avait poignardé son frère Maurice. Bien sûr, pendant ce temps-là, Maurice avait été décalé sur le côté pour que Larry ait la place. Larry se rend très vite compte que son frère Maurice est décédé et que potentiellement le même sort lui est réservé. Brice Rhodes se met à poignarder Larry et cette fois-ci, il ordonne à Taylor de le poignarder minimum une fois. S'il fait ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en demandant aux deux adolescents de poignarder les frères, il les rend complices de meurtre et il se dit que, bon, au moins, ils n'iront pas parler à la police puisque eux-mêmes ont participé au meurtre. Une fois les deux crimes réalisés, Rhodes appelle un de ses amis pour l'aider à se débarrasser des deux corps. Pendant ce temps, Carter et Taylor sont chargés de nettoyer l'appartement de fond en comble pour essayer de faire disparaître toutes les preuves. Quand Carter est interrogé, il donne également l'endroit précis où les corps se trouvent, donc la police sait qu'il ne ment pas puisque c'est là où ils ont retrouvé les corps, et il dit aussi aux policiers que l'objectif de Rhodes c'était de les faire brûler et que toutes les preuves soient réduites en cendres et qu'au final il y ait plus de preuves. Sauf que ça s'est pas passé comme ça puisque les corps ont brûlé mais pas entièrement. Ce que la police aimerait savoir maintenant, c'est quel est le lien entre Rhodes et les deux frères et surtout quel est le secret de Brice Rhodes. Larry et Maurice sont demi-frères, bon, vous vous en doutiez avec leur nom de famille, et ils ont rencontré Brice Rhodes en 2015. Immédiatement, ils adorent sa personnalité. C'est un rappeur, il a beaucoup de vidéos en ligne, des clips, il fait de la musique. Les deux frères sont vraiment très impressionnés par lui. Ils sont persuadés qu'il a énormément de succès et ils se disent que
en se rapprochant de lui, peut-être que eux aussi pourront avoir du succès et peut-être une petite carrière dans la musique ou autre. D'ailleurs, les deux frères, on les voit dans certains clips de Brice Rod. Une fois que les deux frères se sont rapprochés de Brice Rod décide de leur présenter Jacory Taylor, qu'il connaissait déjà. Puis ensuite, ce groupe de 4 rencontre Antoine Carter. On va s'attarder un petit peu sur Brice Rod. Selon Elisabeth, la mère des deux frères, Brice Rod, il aimait bien traîner avec les adolescents. Et surtout des jeunes plus petits que lui. À vrai dire, souvent il tournait dans le quartier à la recherche de ces petits. Ce qu'il aimait faire, c'est leur montrer qu'il était riche, qu'il avait réussi. Il les achetait avec des vêtements, de la nourriture, pour qu'ensuite ils soient un peu sous ses ordres. Parce que bien sûr, en retour, il leur demandait de travailler pour lui. Comme il était rappeur et qu'il avait plein de clips en ligne, des vidéos, des sons et que ça faisait un petit peu le buzz, les jeunes étaient très vite impressionnés par lui et ils se disaient tous que peut-être il pourrait les aider à développer leur carrière. Enfin, carrière. Le mot est vite dit, mais en tout cas à développer quelque chose et à faire en sorte qu'ils soient un petit peu connus. Et c'est ce que Larry et Maurice aiment bien. Ils s'imprègnent petit à petit du mode de vie de Brice Rod. D'ailleurs, on retrouvera des photos sur leur Facebook où ils posent avec des faux pistolets, ce qui en soi n'est pas un très très bon mode de vie. Il faut dire aussi que Rhodes n'avait aucune intention d'aider ces jeunes-là. Lui, c'était sa propre personne qui l'intéressait. Et il faisait tout ça dans son propre but. À Louisville, il était assez connu parce qu'il avait déjà battu sa mère, il avait déjà volé des armes, il était connu aussi en tant que délinquant sexuel. Bon, c'est pas un portrait très très joli. Elizabeth Friend dit au policier qu'effectivement, ces derniers mois, elle avait remarqué un changement dans le comportement de ses enfants, notamment parce qu'ils postaient des photos sur Facebook, donc je vous l'ai dit, avec des fausses armes, mais aussi avec des cigares ou encore des faux billets. Et puis aussi, il faisait très souvent des soirées, il s'absentait de plus en plus souvent de la maison et de plus en plus longtemps. Il est temps maintenant de vous dire quel est le grand secret de Brice Rod. Le soir du 4 mai 2016, il est à peu près minuit et demi quand le petit groupe rentre de soirée. C'est Maurice qui conduit la voiture de Rhodes, Taylor lui est passager et Rhodes et Larry sont derrière. Je précise que Carter n'est pas là à ce moment-là. Rhodes ordonne à Maurice d'arrêter la voiture sur le bas-côté puisqu'il remarque un homme qui marche et il le reconnaît. On peut se dire que c'est très gentil, qu'il arrête la voiture pour lui proposer de monter et de le ramener quelque part. Pas du tout. L'homme qui l'a cru reconnaître est un certain Christopher, âgé de 40 ans. Et ce Christopher en question est recherché par tous les gangs de la ville. Il y a même une récompense qui a été mise en place pour toute personne qui le retrouvera ou alors qui le tuera. Vous voyez où je veux en venir? Brice Rod sort son arme et lui tire une balle dans la tête. Puis il demande à Maurice de s'en aller. Les 3 adolescents avec lui sont totalement choqués de ce que Rhodes vient de faire, puisqu'ils savaient que c'était quelqu'un qui faisait partie d'un gang, qui faisait un peu le dur, etc. Mais ils ne pensaient pas qu'il allait tuer un homme. Et surtout devant eux. L'homme de 40 ans est emmené immédiatement aux urgences, mais il meurt pendant l'opération. Et le problème, c'est que Rhodes, il s'est totalement trompé d'homme. C'est pas du tout l'homme que les gangs recherchaient. Donc il a tué un innocent comme ça, qui rentrait tranquillement chez lui. Évidemment, Rhodes dit aux adolescents de se taire, de ne rien dire à la police. Sauf que Larry et Maurice, ils sont pas trop à l'aise avec ce qui vient de se passer. Donc petit à petit, ils s'éloignent de Rhodes. Ils se disent c'est peut-être mieux qu'on mette des distances avec lui. Il a quand même tué un homme, innocent en plus. En fait, les deux frères, après ce meurtre, ils ont très peur de Rhodes. Et ils se disent que peut-être qu'ils vont ralentir un petit peu ce mode de vie un petit peu de gangster. En fait, eux, ce qu'ils trouvaient chouette, c'était le mode de vie un peu gangster, de gros dur, faire un petit peu comme ça les kékés entre guillemets sur les réseaux sociaux. Mais à aucun moment, ils pensaient vraiment que ça allait basculer dans une dimension meurtrière. Et là, à ce moment-là, ils ont peur de ça et ils ne veulent pas du tout être associés à ça. Rhodes sent que le vent tourne, il sent que les deux frères s'éloignent et là, il est persuadé d'une chose, c'est qu'ils vont aller tout raconter à la police. Pour contrer tout ça et éviter d'être accusé et inculpé, il décide de les tuer. Maintenant, vous connaissez son plus grand secret et il s'agit évidemment du motif du meurtre de Maurice et de Larry. Jacory Taylor et Antoine Carter ont plaidé coupables à 3 accusations de complicité de meurtre et aussi de tampering with evidence. Ils sont condamnés à 10 ans de détention et comme ils ont 18 ans, ils commencent en détention juvénile et une fois qu'ils seront majeurs, ils passeront en prison classique pour les adultes. Ils ont aussi accepté un accord de plaidoyer donc pour réduire leur peine. En contrepartie, ils devront témoigner contre Brice Rhodes durant son procès.
Tyrone Coleman, lui, il a pris 10 ans de prison et Tyrone Coleman, c'est celui qui a aidé Brice Rhodes à se débarrasser des corps. Juan Carter a été libéré en 2019, il a quand même été soumis à 5 années de probation et si jamais il ne respecte pas les clauses de sa probation, il peut reprendre 20 années de prison. Jacori Taylor a aussi essayé d'être libéré plus tôt, ce qui n'a pas fonctionné pour lui. Si ça a marché pour Juan Carter, c'est parce qu'il avait tout expliqué à la police lors de son interrogatoire, donc ils ont été un peu plus cléments avec lui. Bon, c'est bien beau tout ça, les adolescents ont été condamnés, les complices de meurtre ont été condamnés, cependant Brice Rhodes, il est où dans tout ça? Certes, Brice Rhodes a été arrêté très rapidement. Il était déjà activement recherché dans l'Indiana pour violence domestique, donc ça n'a pas été très compliqué de l'arrêter. Et bien évidemment, il avait peur qu'on l'accuse pour les 3 meurtres et c'est pour ça qu'il s'est enfui le plus vite possible. Il n'a pas vraiment réussi à s'enfuir pendant très longtemps puisqu'il a été arrêté rapidement et immédiatement, il nie les 3 meurtres et il demande un avocat. Il leur explique que oui, il connaît les adolescents, que de temps en temps, il jouait au basketball avec eux, qu'il passait du temps avec eux, mais que par contre, il n'a rien fait aux adolescents. Enfin, c'est tout. Lui, ça s'arrête là. Il les a pas tués. C'est tout. Après, il demande un avocat, il dit qu'il n'a pas envie de parler pour rien et que de toute façon, il ne parlerait qu'en présence de l'avocat. La police obtient un mandat de perquisition pour rentrer chez lui et visiblement, le nettoyage de l'appartement n'avait pas été très bien fait puisqu'il retrouve très facilement des traces de sang, du sang qui appartient bien évidemment à Larry et à Maurice. En fouillant la voiture, il retrouve aussi la même chose. En plus de ça, il y a des témoins qui disent qu'ils ont vu Brice Rhodes à l'endroit où les corps ont été découverts. Donc autant vous dire que dire qu'il n'est pas coupable, c'est un peu compliqué quand toutes les preuves l'accablent. Comme Rhodes sait qu'il risque la peine de mort pour ce qu'il a fait, il retarde son procès le plus possible. Et vous allez voir que pendant ces différents procès, ces différentes apparitions, en fait, il fait n'importe quoi. Il se comporte de manière puérile. Première chose, il crache sur son avocat car il apprend que ce dernier était ami avec le grand-père de Larry et Maurice. S'ensuit une petite bagarre entre son avocat et lui. Son avocat ne veut plus continuer de le défendre, donc il se retire de l'affaire et après ça, Brice Rhodes le menace. Ensuite, entre ces différents procès qui, je le précise, n'aboutissent pas, il retourne en prison. Quand il retourne en prison, il se bat avec des détenus, il leur crache dessus, il les menace de les tuer. Si bien que pour sa prochaine apparition lors de son procès, on lui fait porter un masque anti-crachat et il est cantonné à sa chaise. Il ne peut pas bouger. Pendant les procès, il menace la juge en lui disant qu'il va trouver où elle habite. Enfin bref, il est insupportable et il laisse même pas les juges et les avocats parler. La juge de son côté déclare que Brice Rhodes est une menace pour le tribunal et qu'elle va demander au bureau du procureur du comté de prendre ça en compte dans le jugement, ce qui pourrait alourdir sa peine. En tout, Rhodes a eu 3 avocats commis d'office. Il leur dit simplement qu'il n'a pas confiance en eux. En même temps, si t'as craché sur ton avocat et que tu l'as viré derrière, faut pas s'étonner d'avoir des avocats commis d'office. Il va même jusqu'à dire au juge qu'il est raciste. Are you some type of racist? Après l'apparition dans un procès en 2017, il en a marre d'être en prison. Et donc il décide de s'échapper de prison. Et pour s'échapper de prison, il creuse un trou dans le mur de sa cellule. Ouais, sauf que le mur de sa cellule, derrière, c'est pas la liberté. Il n'y arrive pas. C'est logique en même temps. Il envoie même un mot de menace à Jacori Taylor en lui disant « Rats get exposed. Show me that you're not a rat. » En gros, il lui dit que les rats ont été exposés et montre-moi que tu n'es pas un rat. S'il a fait ça, c'est parce qu'il savait qu'ils allaient témoigner contre lui à son procès. Et le pire, je crois, c'est lors de ce procès, lorsqu'il envoie des bisous à la mère des 2 frères, lorsqu'il sourit et lorsqu'il s'amuse de la situation en la narguant. Et c'est même la mère qu'on remet en place au procès en lui disant « Vous énervez pas, laissez-le ». Alors que lui, derrière, il est tout simplement en train de la narguer. Il en joue, et ça le fait rire. Il dit que sourire n'est pas un crime. Oui, c'est pas un crime, mais là, t'es en train de narguer la mère des 2 enfants que tu as tués. Le procès est sans cesse repoussé, ce qui énerve Elizabeth. Il y a même un moment où il y a une petite bagarre qui éclate entre elle et entre Rhodes. C'est en 2022, après 6 ans de justice, après avoir accumulé des accusations de menaces envers les détenus, les gardes, que sa sentence finale tombe. Brice Rhodes est accusé d'avoir poignardé et brûlé les corps de Larry et Maurice, mais aussi de Christopher Jones,
l'homme qu'il avait arrêté sur le côté de la route. Brice Rhodes est condamné à une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et à cela, on ajoute 5 ans pour avoir retenu les preuves et 1 an pour chaque abus de cadavre. Deborah Wren, la grand-mère de Larry et Maurice, les décrit comme étant de bons enfants qui jouaient au sport, qui n'avaient jamais de problème, qui étaient aimés de tous. Donc elle ne comprend pas vraiment pourquoi Rhodes les a tués. Avant de valider la sentence de Brice Rhodes, il y a un psychologue qui a été appelé pendant le procès afin de vérifier l'état mental de Brice Rhodes. On lui détecte des troubles du comportement, mais aussi des troubles bipolaires qui n'ont jamais été soignés. C'est donc pour ça qu'il n'est pas condamné à la peine de mort, car on estime que ce n'est pas de sa faute, entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même de sa faute, mais son état mental a joué là-dedans et c'est pour ça qu'il est condamné à la prison à vie. Dans une interview, Elisabeth a dit « Mes fils essayaient de gagner des galons dans un gang de sang et ils ont dû travailler. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient bannis de ce gang. C'est pour ça qu'ils ont été tués, parce qu'ils avaient peur de travailler pour ce gang. » Et selon leur grand-mère, ils prenaient tout ça comme un jeu. Ils voulaient juste jouer les gros durs. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était juste de l'apparence. Mais à aucun moment, ils voulaient passer dans le côté obscur de ce gang. Ces armes avec lesquelles ils posent sont juste des jouets. Ces garçons, ils agissaient de la mauvaise manière et durement, mais ils ne l'étaient pas. En réalité, ils avaient peur. Voilà, c'est la fin de cette histoire et des procès très médiatisés de Brice Rhodes, puisqu'il s'est comporté de manière totalement puérile, improbable, et qu'il a tout simplement nargué la mère de ses victimes, ce qui est horrible. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette affaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et bonne rentrée pour tous ceux qui vont reprendre très prochainement.